Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, le rendez-vous politique de France 3 Limousin. À 6 mois, jour pour jour des prochaines élections régionales, je reçois ce matin celle qui emmènera la liste des Républicains. Virginie Calmels est mon invitée, désignée par la droite pour partir à la conquête de la grande région. Elle nous détaillera sa vision, son programme et ses grands thèmes de campagne. Nous parlerons de ses ambitions pour ce territoire gigantesque, des enjeux qui entourent ce scrutin inédit, notamment en matière d'équilibre des territoires. Elle nous dira quelle place occupera le Limousin dans ce nouveau grand ensemble. Bonjour Virginie Calmels. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avant d'aborder cette grande région, on va faire un peu connaissance avec vous. Votre visage et votre personnalité sont encore peu connus des habitants du Limousin. Vous souffrez d'un léger déficit de notoriété, peut-être ici, de déplacement en 2 mois. Vous avez besoin de vous faire un nom en Limousin? Oh bah, j'ai besoin de me faire un nom partout parce que vous savez, je suis toute jeune en politique. Je n'ai qu'un an derrière moi en tant qu'élue à Bordeaux. Donc c'est bien naturel que j'aille à la rencontre des citoyens et qu'ils ne me connaissent pas encore. Vous êtes né à Bordeaux, vous avez vécu en Charente-Maritime, arrêtez-moi oui. si je me trompe, dans votre enfance donc en Charente-Maritime, puis vous êtes allé à Paris, vous êtes revenu à Bordeaux, vous l'avez dit, il y a 1 an et demi pour la campagne des municipales. C'est Alain Juppé qui vous a mis le pied à l'étrier, clairement. Après son élection, vous devenez donc la première adjointe à la mairie de Bordeaux. Il y a pire comme début en politique, il y en a qui ont connu des débuts plus difficiles, vous l'admettez ? Ah ben ça c'est sûr, et je vais pas vous dire le contraire, mais c'est aussi peut-être pour ça que j'ai sauté le pas, parce que je suis une femme d'entreprise et j'étais sur d'autres projets. Donc le fait effectivement d'avoir l'appel de ma ville de cœur, en fait, dans laquelle je suis née, pour me lancer aux politiques et aux côtés d'Alain Juppé, c'était effectivement une opportunité assez inouïe, et c'est en ce sens que j'ai pas réfléchi longtemps pour dire oui à cette proposition un peu étonnante de par mon parcours. Clairement, le militantisme de base, coller des affiches, des réunions de section, des réunions publiques, ça semble pas trop votre univers? Bah, écoutez, je l'ai découvert il y a 1 an pour les municipales. C'est vrai que j'avais jamais réalisé une campagne de terrain. Là, j'ai collé des affiches, voyez-vous, mais c'était les affiches d'Alain Juppé il y a 1 an à Bordeaux. J'ai beaucoup aimé ce contact direct avec la population et puis ce côté très entraînant d'une équipe de campagne. Donc ça m'a plutôt beaucoup plu. La politique, on va continuer d'en parler. Vous n'étiez pas encarté à l'UMP. Allez-vous prendre votre carte aux Républicains? Oui, écoutez, je ne suis pas une femme de parti. Moi, ça fait 20 ans que je suis une femme d'entreprise, vraiment très société civile. C'était pas effectivement dans ma réflexion. Et d'ailleurs, il y a 1 an, pour être élue à la mairie de Bordeaux, personne ne m'a demandé de m'encarter. Là, il se trouve que la famille politique, qui est ma famille politique, sans aucun doute, je pense qu'on n'a pas besoin d'être encarté dans un parti pour avoir des convictions politiques. Cette famille politique-là m'a fait confiance, m'a donné une investiture pour conduire la liste d'union de la droite et des centres pour les régionales. Donc à ce titre et en toute loyauté par rapport à cette famille politique qui me fait confiance, et vous-même je suis sûre que vous devez titrer tête de liste UMP, enfin maintenant tête je crois de liste qu'on a mis les Républicains, parce que vous êtes à la mode et donc à la page. Donc évidemment qu'il est tout à fait naturel maintenant que je prenne ma carte de ce nouveau parti qui vient d'être en plus totalement refondu. Justement, vous étiez à Paris le week-end dernier. Dans les familles, il y a parfois des tensions. Comment vous avez réagi quand Alain Juppé a été sifflé? Bon, écoutez, moi j'étais devant, j'ai pas énormément entendu ces sifflets, mais je les ai quand même perçus, bien sûr. Mais ce qui est certain, c'est que c'était un peu dommage parce que ce qui prévalait dans cette grande journée, c'était un rassemblement, une union, et d'ailleurs clairement porté par Nicolas Sarkozy, mais également par Alain Juppé, par Jean-Pierre Raffarin, par François Fillon. Donc je pense que ceux qui ont sifflé étaient un peu en contradiction avec l'ambiance générale, et donc c'est dommage. Et comme il l'a dit, ça l'a attristé, et je pense que ça attriste tout le monde parce que c'est jamais très agréable de se faire siffler. On va continuer à faire connaissance avec vous, Virginie Calmels. Un petit portrait de vous, signé Fabrice Bidot. On regarde. L'ascension politique de Virginie Calmels n'a rien à envier au scénario de la télé-réalité qu'elle connaît bien. En un peu plus d'1 an, l'ancienne directrice générale d'Andemol est arrivée au premier plan. À 44 ans, elle a obtenu le 7 mai dernier, après quelques péripéties, l'investiture officielle de l'UMP pour conduire la liste en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Je pense que c'est une excellente candidature. Une femme, jeune, à la tête de liste, vous allez voir, très renouvelée, beaucoup de jeunes mères. Donc je crois qu'on a pour la Grande Aquitaine une très belle équipe.
Tout a commencé l'an dernier lors des élections municipales à Bordeaux. Alain Juppé l'a choisi pour être au premier plan sur la liste et lui a confié le poste de premier adjoint chargé de l'économie. C'est lui qui l'a poussé dans cette nouvelle aventure. Elle a beaucoup d'atouts et d'ailleurs l'accueil qui a été réservé à la proposition que j'ai faite a été très favorable. D'abord en Gironde, où tous les parlementaires ont applaudi dès demain et les grands élus aussi. Dans cette campagne, Virginie Calmels n'a rien à perdre. Une défaite serait considérée comme logique, une victoire serait un coup d'éclat et tout serait alors possible dans le sillage d'Alain Juppé. Concernant votre vie d'avant, Virginie Calmels, vous l'avez dit, hein, vous êtes une femme qui venait du monde de l'entreprise. Vous avez travaillé pour Canal+, Endemol, leader mondial du flux télévisuel. En politique, venir de l'entreprise, c'est un atout par rapport, par exemple, à être anciennement fonctionnaire, professeur. Comment vous abordez cette écoutez, je crois que c'est rare. Donc, de ce point de vue-là, oui, il me semble que c'est un atout parce que je crois qu'il est important d'apporter une expérience et une expertise un peu différente. Donc, à ce titre, moi, je me sens utile. Je pense que j'apporte autre chose. Je crois à la complémentarité des talents. Donc, il n'y a pas tout bien ou tout mal. Je crois qu'il faut mixer les talents, avoir des origines différentes. Je pense que les citoyens se plaignent souvent que le monde politique est un peu déconnecté du monde économique, du monde réel, et donc venir du monde bien réel. Moi, j'ai les deux pieds bien ancrés dans le réel. Je crois que c'est plutôt un atout, et en tout cas, l'accueil qui m'a été fait a été extrêmement positif, pas simplement par le monde économique, mais par l'ensemble des citoyens qui sont plutôt contents de voir des têtes nouvelles et des gens qui s'engagent pour essayer tout simplement de ne pas considérer que le chômage et le désastre économique dans lequel on est une fatalité, mais qui ont juste envie de faire, d'être dans l'action. Vous avez occupé des très hautes fonctions dans des grands groupes internationaux. Vous êtes une femme de chiffres, vous êtes une femme de business. Oui, c'est pas un gros mot de dire ça. Oui, je suis une femme de chiffres, je suis aussi une femme plutôt de management. Je suis une femme qui donnait le leadership, la direction à des hommes et des femmes qui me suivaient. C'est clair que les entreprises que j'ai dirigées étaient des entreprises avec beaucoup de salariés. J'aime ça. Moi, je crois au collectif. Je crois qu'on ne porte pas les choses seul, qu'on est plus intelligent à plusieurs que tout seul, qu'il faut de la vision, il faut prendre des risques, il faut assumer des décisions parfois difficile, mais il faut aussi tirer tout le monde vers le haut, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans l'ensemble des fonctions qui m'ont été données, et en essayant d'être au service à la fois des salariés, des actionnaires et des clients. Quand vous étiez à Endemol, vous aimiez les programmes d'Endemol parce que ça va sortir un jour. Big Brother, Secret Story, La ferme des célébrités. Aujourd'hui, vous êtes élu de droite, vous allez nous parler des valeurs républicaines, de l'éducation, du modèle de société. Est-ce que l'OANA, c'est un modèle de société? Est-ce que vous assumez clairement les programmes d'Endemol? Alors, vous oubliez une chose, c'est qu'Endemol, donc, c'est 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. J'en ai été directrice générale monde. C'est dans 31 pays. C'est le leader de la production audiovisuelle. Donc, ça fait certes Big Brother, mais ça fait aussi beaucoup d'autres choses. Ce sont des jeux. C'est pas très service public comme valeur Endemol, on va le dire clairement. On va pas se mentir. C'est le leader du divertissement. Et à ce titre, il faut bien évidemment assumer ce que nous faisions, c'est-à-dire du divertissement. Et oui, je pense que les citoyens ont besoin de se divertir. On peut aimer des choses beaucoup plus culturelles et beaucoup plus intelligentes. On peut aussi avoir besoin de se divertir à certains moments. Donc, j'ai aucun problème par rapport à ça. Après, mes goûts personnels sont toujours passés derrière l'intérêt de l'entreprise. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas un secret, que certains types de programmes n'étaient pas ma tasse de thé. Et c'était aussi pas forcément ma génération. Quand on parle de Secret Story, ça s'adresse essentiellement à une population qui se limite aux 18, 24, voire 30 ans. Au-delà, on est complètement déconnecté par rapport à ce type de programme n'est pas, selon vous, responsable de l'état de la jeunesse, de la société, des valeurs qui se véhiculent aujourd'hui? Je vais vous dire, ça c'est un débat un peu excessif. Moi, je suis la seule et unique présidente d'Endemol à avoir fait une charte déontologique à laquelle ont adhéré des grandes personnalités qu'on ne peut pas taxer de complicité de ce type de programme. Je pense à Elisabeth Badinter, Michel Cotta, Louis Schweitzer. J'avais mis des pédopsychiatres, etc., pour justement limiter la responsabilité que nous pouvons avoir en tant que producteur de programmes. Mais arrêtons de caricaturer. Il y a des choses bien plus violentes en télévision, ne serait-ce que le réel, c'est-à-dire les informations. Si vous regardez un journal de 20 heures avec des enfants en bas âge, souvent, moi j'ai des enfants en bas âge, je suis obligée d'éteindre la télévision parce que là c'est violent et c'est violent dans le réel. Le reste c'est du divertissement et je vous assure que les téléspectateurs qui regardent Money Drop tous les soirs sur TF1 ou Jean-Luc Reichmann tous les jours au déjeuner sont ravis de se détendre avec des programmes Endemol. Ils peuvent aussi regarder Question pour un champion
millions. Sur France 3. Oui, non, mais je dirais pas que l'un est meilleur que l'autre. Pour rétablir les choses, on va revenir au réel. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est cette grande région, ce pourquoi vous êtes sur notre plateau, votre nouvelle vie donc de candidate à une élection, une fusion qui sera effective le 1er janvier 2016. On parle du nom de cette grande région. Alain Rousset veut la Nouvelle-Aquitaine. Vous, je crois que vous militez pour une consultation populaire. Oui, parce que je crois que ça fait quand même un moment que les citoyens ne choisissent pas, se font imposer un certain nombre de choses, dont cette réforme territoriale qui n'était pas forcément voulue par les citoyens. Elle vous emballe, cette réforme ? Je suis pas sûre ce serait la réforme que nous aurions souhaitée. Pour autant, moi, je suis une femme tournée vers l'avenir et je suis pragmatique. À partir du moment où cette réforme territoriale est votée, je pense qu'il faut se mettre dans une dynamique positive et aller en chercher les atouts. Donc, pour revenir au nom de la grande région, je pense que c'est bien que les habitants de cette grande région choisissent eux-mêmes le nom de cette grande région. Donc, moi, j'ai plutôt ouvert à une consultation sur Internet en proposant un certain nombre de noms, en veillant à ce que ce soit évidemment pondéré, que les habitants du Limousin et du Poitou-Charentes puissent eux aussi... Vous avez une préférence ? Moi, j'en ai pas particulièrement à titre personnel. Grand Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine... Il y a plusieurs noms que je trouve légitimes. Après, ça dépend de quel prisme on prend. Soit celui de l'histoire, et là, on pense au duché d'Aliénor d'Aquitaine, et donc, voilà, d'où la Grande Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, etc. Soit on parle plus géographie, économie, ouverture sur l'Atlantique, Sud-Ouest Atlantique. Bon, il existe plusieurs noms et une fois encore, je crois que c'est très bien que ce soit pas mon choix personnel. Vous voyez, c'est comme pour les programmes en démol. J'ai jamais guidé mes choix personnels. Moi, j'aime les émissions tard le soir politiques qui font très peu d'audimat. C'est pas à moi de décider du choix du nom de cette future grande région. C'est aux citoyens eux-mêmes. Alors, un des objectifs de cette fusion des régions, au départ, c'était présenté comme tel, c'était faire des économies. Et puis, on s'aperçoit que les économies, eh bien, elles seront peut-être pas là à l'arrivée. Selon le dernier numéro du magazine Capital, on va le voir, hein, la réforme des régions va même coûter cher. Gérard Van Den Broek, c'est notre président de région. Il a annoncé que la réforme n'aboutirait à aucune économie. Il dit arrêtons la démagogie. La vérité, c'est qu'on ne va pas faire un sou d'économie. Vous partagez ce point de vue ? Alors, je crains que, bien évidemment, si on ne fait rien et qu'on fait l'addition de ces trois régions, ça contribue à augmenter encore la dépense publique et ce serait scandaleux. Les citoyens n'en peuvent plus. Les citoyens sont harassés par les impôts et on ne peut pas continuer à dire écoutez, dormez braves gens et les impôts vont augmenter parce que les coûts vont augmenter. Ça, je trouve ça scandaleux. Donc, ma responsabilité, si les électeurs me font confiance et si je suis élue présidente de région, c'est évidemment déjà de ne pas additionner encore des coûts et d'augmenter les coûts. Alors, il peut, et c'est tout à fait logique, qu'il y ait une augmentation des coûts à très court terme, comme ça se fait souvent dans une restructuration ou une fusion, mais ce qui est important, c'est la projection, et c'est sur un temps assez court, arriver à ne pas augmenter les coûts et à avoir une restructuration de l'ensemble du fonctionnement de cette grande région qui ne coûte pas davantage. Le problème, c'est qu'on a des gens qui veulent rester dans ce qui a toujours été. Là, on est en train de faire une réforme territoriale, ça veut dire qu'il va falloir changer les méthodes de fonctionnement. Ça veut dire qu'il va falloir... dans l'administration régionale. Oui, il faut simplement, et l'administration y est prête d'ailleurs. Pourquoi l'administration serait plus en retard que d'autres entreprises ? Moi, je crois au leadership, je vous le dis, je crois à la volonté politique, je crois au courage et je crois qu'il faut dire les choses avec honnêteté. Bien évidemment qu'il ne va pas falloir rester dans le dormez braves gens, il ne va rien se passer. Évidemment qu'il va y avoir une révolution administrative à opérer. Je suis convaincue qu'un grand nombre d'agents y aspirent. Moi, je reçois beaucoup de messages en disant on espère que vous allez être élus et je parle de fonctionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il faut regarder l'avenir. Les outils numériques sont là, à la disposition de toutes les entreprises. Le secteur économique traditionnel s'est révolutionné grâce au numérique. Pourquoi l'administration n'y arriverait pas ? De même, moi je suis pour une région décentralisée. Je ne suis pas jacobine régionaliste, je suis girondine. Je pense qu'on peut garder un grand nombre de centres de décision vraiment sur l'ensemble du territoire, mais en utilisant les moyens modernes, en évitant sans arrêt la réunionnite et du coup le fait que l'ensemble des personnels ou des élus doivent beaucoup voyager. Il y a des moyens modernes, les conférences, les visioconférences, le fonctionnement en réseau, le numérique a totalement révolutionné la distance. Vous l'évoquez, maintenir des fonctionnaires sur les territoires, c'est une des inquiétudes localement. Nous avons depuis peu un préfet préfigurateur. Oui. Il fait, comme vous, un peu la tournée des territoires. Il était cette semaine à Poitiers, il était hier en Limousin. Sa mission, son objectif, dit-il, c'est d'assurer l'équilibre des territoires. On l'écoute, on en parle juste après. Il s'appelle Pierre Dartout.
Les villes comme Poitiers et Limoges ne doivent pas être pénalisées par cette réforme, bien au contraire, et qu'en plus, ces villes, au cœur de leur territoire, doivent être, comme l'ensemble de la nouvelle grande région, devront être valorisées du fait de ce regroupement qui permettra d'être plus fort, plus puissant, plus influent. Ce n'est pas pour moi un éclatement, c'est une adaptation dans le cadre d'une grande région aux spécificités de chaque territoire. Mais c'est tout à fait possible d'envisager une direction régionale qui soit sur 2 ou 3 sites, tout en gardant sa cohérence. Voilà, garder la cohérence, conserver l'équilibre des territoires, conserver la proximité. Vous êtes préfet, il est Limougeot. Je voudrais le préciser. C'est vrai. Vous êtes sur cette ligne-là. On garde des directions régionales dans les territoires, à Limoges, à Poitiers. Tout ne part pas à Bordeaux. Mais bien sûr, il faut surtout pas tomber dans le tropisme bordelais ou aquitain d'ailleurs, qui pourrait guetter mon opposant socialiste. Vous comprenez cette inquiétude ? Bien sûr que je la comprends. Notamment ici en Limousin, on a clairement peur de se faire manger. Mais ce serait une aberration pour ce que doit être cette grande région. C'est pas une concentration des pouvoirs et des instances de direction à Bordeaux. Ce serait une énorme erreur. On entend souvent, oui, on va garder des fonctionnaires dans les territoires, mais tous les cadres A vont aller à Bordeaux. Énorme erreur. C'est ce que préconise Alain Rousset, selon vous ? Je trouve qu'il a une petite tendance à être très centralisateur. C'est sa nature, déjà, très interventionniste et très centralisateur, et considérer que tout ce qu'il a fait est beaucoup mieux que ce que font ses voisins. Donc il le dit aujourd'hui, il considère même et il critique ses amis politiques avec lesquels il va devoir demain diriger cette grande région. Mais parlons pas d'Alain Rousset, mais là, parlons de la grande région. Moi, en ce qui me concerne, si vous voulez, je crois qu'il est évident qu'il faut s'appuyer sur les forces du territoire. Le Limousin a des forces. Donc pourquoi le dépouiller de ses forces ? Que la direction, par exemple, régionale de l'agriculture et des forêts reste à Limoges, ça me semblerait, moi, c'est pas moi qui prendrai cette décision puisque c'est le préfet qui en a la charge, mais ça me semblerait totalement légitime que cette direction reste dans la région qui porte haut et loin les valeurs de l'agriculture et des forêts. On parle de l'agriculture, on parle aussi de la culture qui pourrait être installée ici en Limousin. Ça vous va aussi ? Moi, je crois qu'il faut clairement regarder de façon très objective et pas passionnée. Et de ce point de vue-là, là encore, mon jeunisme en politique fait que je n'ai pas de tropisme aquitain. Je pense qu'il faut regarder où sont les forces. Et elles s'imposent d'elles-mêmes. Donc, effectivement, sur ces domaines-là, pourquoi pas ? Limoges a clairement à faire valoir ses atouts. Et je pense que c'est clé de garder des centres de décision à Limoges, à Poitiers, et de ne pas concentrer à Bordeaux. J'ai même imaginé, voyez, les services transfrontaliers, pourquoi ils ne seraient pas à Pau demain ? Ça pourrait être une suggestion. Cette nouvelle grande région, ce sera un géant territorial, un géant agricole, un géant économique, un géant touristique. Est-ce qu'elle aura, en matière économie, les moyens de ses ambitions ? En clair, est-ce qu'il faut un nouvel impôt régional pour financer la politique économique de ce nouveau grand ensemble ? C'est là où, sans doute, il y a une différence majeure avec mon opposant socialiste. C'est que moi, je ne crois pas au toujours plus d'argent pour être plus performant. Je crois que ça ne marche pas. Alain Rousset veut doubler le budget des régions. Oui, mais parce qu'Alain Rousset a dit que si on lui doublait son budget, il inversait la courbe du chômage. Mais de qui se moque-t-on ? Aujourd'hui, tout le monde sait dans le monde économique, alors peut-être qu'Alain Rousset fait trop de politique depuis trop longtemps et s'est déconnecté de ce qu'est la réalité du terrain. C'est pas plus d'argent, plus d'emplois, c'est ça ? Mais c'est pas vrai, c'est le contraire. Qui crée des emplois aujourd'hui ? On voit bien que c'est pas l'État avec une politique d'emploi aidée aux frais du contribuable que l'on inversera la courbe du chômage. Sans argent, comment favoriserez-vous l'économie locale ? Qui crée de l'emploi ? Les TPE et les PME. Donc c'est sur le carcan réglementaire et fiscal et social qui s'abat sur les gens qui créent de la valeur tous les jours, c'est-à-dire les gens qui travaillent, les gens qui sont dans l'économie du réel. C'est là qu'il faut alléger tout ça. C'est ici, c'est vraiment en jouant sur les mécanismes qui permettent à ces bonnes volontés de continuer à se développer et à embaucher. C'est là qu'on va créer de l'emploi. C'est sûrement pas à coup de dépenses publiques qui, je le rappelle, sont simplement directement l'argent des citoyens. Donc pour moi, c'est une vision radicalement différente. Moi, je ne crois pas qu'il faille demander toujours plus de
moyens. C'est une hérésie. Aujourd'hui, on est à 57% du PIB en dépenses publiques, quand l'Allemagne est à 47%. Donc arrêtons de croire que c'est en augmentant la dépense publique qu'on va résoudre le problème des emplois de demain. Il faut absolument aider les entreprises et c'est en cela que nous avons une responsabilité à la fois territoriale. Moi, ce que je veux faire de cette grande région, c'est la région où il fait le mieux vivre en France. On est fiers d'appartenir au Sud-Ouest, on a des valeurs communes. On est en train de créer une région qui a en fait une histoire et une communauté culturelle et de valeurs. Faisons valoir ça et vous allez voir comme les créateurs d'entreprises, où ils vont, les créateurs d'entreprises, là où il fait bon vivre et là où il y a les infrastructures qui leur permettent de se développer et de voyager. Absolument. Eh bien, c'est une transition parfaite pour parler des transports et des LGV. Pour qu'ils fassent bon vivre, il faut pouvoir aller dans ces endroits. Vous l'avez dit, l'économie, elle a besoin de se déplacer. Si vous êtes élu, vous soutiendrez quel projet LGV? Vous soutiendrez le projet Poitiers-Limoges, le barreau Bordeaux-Toulouse, le barreau Bordeaux-Dax ou Bordeaux vers l'Espagne? Écoutez, moi je suis une femme de ma génération, bien ancrée dans la modernité et donc la rapidité des transports, c'est la modernité, c'est l'avenir, c'est ce dont on a besoin pour l'économie et c'est ce qui facilite les interactions entre les villes, entre les pays et entre les gens. Mais le TGV ne pourra pas aller partout, il faudra faire des choix. C'est évidemment quelque chose d'essentiel. Comme vous le savez, je ne serai pas la seule à faire ces choix-là si je suis présidente de région. Et là, la ligne Poitiers-Limoges a reçu un avis favorable d'une déclaration d'utilité publique, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, de la ligne Bordeaux-Toulouse, par exemple. Donc la ligne Poitiers-Limoges a un peu d'avance en la matière. Certes, il y a des recours. Nous verrons en 2016 que le Conseil d'État décide en la matière. Mais ce qui est certain, c'est que moi, je crois que la région se doit d'accompagner des projets de modernité, notamment des transports. C'est les LGV, mais ce n'est pas que les LGV. C'est la modernisation du POLT, par exemple? Oui, aussi probablement. Et puis, donc là, il y aura effectivement des choix à faire, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait autant de recours peut donner la priorité à des aménagements et notamment du POLT, mais c'est aussi les routes. Il ne faut pas négliger les routes. Là encore, dans ce pays, le côté politicien prend le pas sur le bon sens. Alors les Verts râlent, donc la gauche met le pied sur le frein des routes. Mon opposant socialiste explique que ce n'est surtout pas aux régions d'aller financer les routes. Oui, mais si on dit que la région a clairement la compétence économique, on ne peut pas faire de l'économie sans s'occuper des infrastructures, c'est-à-dire des routes, et des infrastructures numériques qui sont essentielles pour le développement de l'économie. Vous avez mis combien de temps pour venir à Bordeaux? Pour venir de Bordeaux à Limoges en voiture? 2h25, je crois. Ça vous paraît satisfaisant? J'espère qu'on fera mieux. C'est l'avenir. On va continuer à parler de cette campagne. Virginie Calmels, vous êtes, on l'a dit, face à Alain Rousset. C'est un adversaire de taille. Est-ce que vous craignez cet adversaire? Non, pourquoi? Vous savez, d'abord, je suis une femme qui est plutôt une femme de défi, et puis je crois que je suis assez courageuse. Et Alain Rousset a fait des bonnes choses, et moi je salue toujours quelles que soient les tendances politiques, il faut saluer les bonnes actions. Je pense qu'Alain Rousset a été assez bon dans le domaine de la recherche et de l'industrie. Mais c'est pas ça l'économie, ça c'est que 10% de l'économie. Les artisans, les commerçants, les agriculteurs, l'ensemble de l'économie, des services, tout ce monde-là n'est pas aidé par la région. Donc je pense qu'on peut apporter un projet de renouveau. Alain Rousset, comme vous en parlez, ça fait 18 ans qu'il est à la tête de la région. Vous savez, il ne s'impose pas à lui-même ce que sont les statuts du PS. Normalement, c'était pas plus de 3 mandats consécutifs. Quand on est concerné, lui, il brigue un 4e mandat. Moi, je suis une femme d'entreprise, clairement ancrée dans le réel. J'ai envie d'apporter... Mais novice en politique. C'est un atout d'être novice, parce que la politique, c'est pas forcément un métier, c'est une mission. On l'écoute, Alain Rousset, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours chez nos confrères de Bordeaux. Il parle de vous, on l'écoute, vous réagissez juste après. C'est bien qu'une femme puisse faire de la politique. Maintenant, moi je connais peu Virginie Calmels. Elle vient d'arriver à Bordeaux, elle arrive de fonctions plutôt télé, plutôt parc de loisirs à Paris. Je ne peux pas du tout en parler. Ça aurait été un autre débat avec un Dominique Bussereau. C'est complètement différent. Là, vous entendez quoi dans les propos d'Alain Rousset? Du mépris, de la condescendance, du machisme?
Non, vous savez, j'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat. Je pense que tout simplement, il fait partie de cette classe politique qui a un peu de mal avec les têtes nouvelles. Alors effectivement, une femme, déjà, c'est un peu compliqué pour lui. Une femme chef d'entreprise, c'est encore plus compliqué pour lui. Alors après, il essaye de hiérarchiser ce que c'est que l'activité. Oui, je suis présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney, donc il va essayer de nous expliquer que le parc de loisirs n'est pas l'économie. En attendant, diriger une entreprise privée, ça permet de connaître probablement un tout petit peu mieux le monde du réel et de l'économie réelle des entrepreneurs, et je suis par ailleurs aussi entrepreneur moi-même, que d'avoir passé 18 ans à la tête d'une grande région. Voilà pour Alain Rousset. La politique, ce sont des adversaires, on vient de le voir, ce sont aussi des alliés. La composition des listes, on va en parler, les discussions sont en cours avec le centre, le MoDem et l'UDI. Vous négociez avec le sénateur limousin Jean-Marc Gabouty, qu'on connaît bien ici. Ça se passe bien ? Oui, bien sûr. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est le sens de l'histoire. Moi, je suis farouchement, une fois encore, vous l'avez rappelé, je ne suis pas une femme de parti, j'étais pas encartée. Je pense que ce qui est important, ce sont les talents et pas de savoir à quel parti ils appartiennent. Donc très clairement, c'est le sens de l'histoire que d'avoir une liste d'union, les Républicains, UDI, MoDem. Pour Jean-Marc Gabouty, vous avez besoin de lui. Sans union, pas de bons résultats possibles. On l'écoute. Ils ont besoin de la famille élargie, donc ils ont besoin du centre, tout simplement, représenté par l'UDI et également par le MoDem, qui est notamment bien implanté en Aquitaine. Ce que nous demandons, c'est d'avoir 2 ou 3 têtes de liste départementales, et puis d'avoir une répartition équilibrée des sièges, qui peut être de 30 à 40% suivant les départements. Et ensuite, un programme, je dirais, clair et dynamique concernant la région. Mais les premiers échanges nous laissent penser que sur tous ces points, sur le programme, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de difficultés, y compris à faire valoir pour les Limousins, je dirais, nos priorités. Et puis sur la répartition des sièges, bien sûr, il y aura des problèmes ici et là dans les départements. Je crois que Virginie Calmels se veut à la fois quelque chose d'équilibré, en prenant aussi en compte la qualité des personnes proposées. Donc je ne doute pas qu'on puisse arriver assez facilement à un accord sur l'ensemble de ce territoire. Voilà, il est confiant, vous semblez confiante. Les listes seront présentées quand ? Écoutez, idéalement, je voudrais qu'on puisse annoncer les têtes de liste départementales fin juin, début juillet, et puis les listes probablement à la fin de l'été ou à la rentrée. Vous avez des appuis ici en Limousin, on voit souvent des figures comme celle de Guillaume Guérin à vos côtés. Bien sûr, écoutez, là encore, nous allons porter collectivement une liste de renouveau. Donc, quand on a la chance d'avoir la compétence, la légitimité sur un territoire, et je crois que c'est ce que porte Guillaume Guérin, il n'y a pas beaucoup de questionnements en la matière. Donc, sans trahir de secret, oui, je m'appuie énormément sur Guillaume Guérin notamment et sur beaucoup de jeunes élus qui feront partie de cette équipe renouvelée qui portera les couleurs de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. Il nous reste moins de 3 minutes d'émission, Virginie Calmels. On parlait de vos appuis locaux. Ils vous préparent des fiches quand vous arrivez, par exemple, en Limousin, pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe. Vous savez, il est évident que moi j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je débute dans la fonction et je suis beaucoup à l'écoute des gens que je rencontre. Donc j'arrive en toute humilité. Et oui, parfois il arrive qu'on me prépare des fiches, je vous le confirme. Et c'est plutôt rassurant parce qu'une fois encore, j'ai besoin d'ingurgiter beaucoup de matière et de savoir un peu ce qu'il en retourne sur un grand nombre de questions. 3 petites questions pour savoir si vous êtes prête. Un petit quiz sur le Limousin. Vous savez quel est le site touristique le plus visité chez nous ? Je vous propose Oradour-sur-Glane, Collonges-la-Rouge ou le marché de Brive-la-Gaillarde. Ah, moi j'aurais dit Oradour-sur-Glane. C'est gagné, avec plus de 100 000 visiteurs par an. Le premier poste d'exportation de l'économie limousine, je vous propose l'élevage, les équipements automobiles ou la porcelaine ? Pour l'exportation, je dirais peut-être la porcelaine. Eh bien, je l'ai appris moi-même, c'est l'équipement automobile. Ce sont les équipements automobiles qui sont le premier poste d'exportation de l'économie limousine. Et puis, savez-vous quel est le club sportif français qui a remporté le premier titre de champion d'Europe en France ? C'était en 1993. L'équipe de basket ? Ouais, Limoges, le Limoges CSP. Bon, voyez, 2 bonnes réponses sur 3. Vous voyez, ce quiz n'était pas si difficile. Une dernière question. Votre parcours, il est tracé. Si vous ne remportez pas cette élection, vous serez
Si je ne remporte la prochaine maire de Bordeaux? Si je ne remporte pas cette élection, je serai d'abord et avant tout présidente du groupe d'opposition au Conseil régional. Moi, je crois que quand on fait les choses, il faut les faire jusqu'au bout et que je vais porter un projet et j'entends bien, j'espère que les électeurs me feront confiance, mais peser aussi dans l'opposition si tel était finalement le desiderata des électeurs. Donc ça, c'est sûr et c'est acquis. Après, des ambitions à Bordeaux? Tout le monde sait que je suis aujourd'hui investie comme adjointe en charge de l'économie, l'emploi, la croissance durable à Bordeaux. Si je ne deviens pas présidente de région, où là je démissionnerai de mon mandat bordelais, je continuerai la vie que j'avais avant cette élection. Merci Virginie Calmel. C'est la fin de cette émission. La Voix est libre revient la semaine prochaine. Anaïk de Mars recevra justement Alain Rousset, votre adversaire dans cette élection régionale des 6 et 13 décembre. Dans un instant, votre journal régional. Excellent week-end sur France 3.